Un philosophe au rayonnement international, vous avez été conseiller pour l'éducation et la culture du président sénégalais Abdou Diouf. Vous avez enseigné à Dakar avant d'intégrer la prestigieuse Columbia University de New York. Vous êtes l'auteur chez Albin Michel d'Enquête d'Afrique, co-signé avec Jean-Loup Anselme, et de Langue à langue, qui vous a valu le prix Écriture et Spiritualité 2023. À la rentrée, vous nous proposerez Universaliser pour un dialogue des cultures. Vous défendez l'universel comme œuvre commune de l'humanité, mais vous commencez par nous dire qu'il y a trouble de l'universel ou trouble dans l'universel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, effectivement, ce livre commence comme ça. Je parle du trouble dans l'universel. Il suffit simplement de se souvenir d'un certain nombre d'ouvrages parus récemment et indiquant que l'universel est devenu une grande question. Je dirais en particulier d'ailleurs en France, pays de l'universalisme par excellence. Je cite en vrac des ouvrages qui me viennent à l'esprit. Il y a un ouvrage collectif qui s'appelle L'universel en débat, un magnifique ouvrage du philosophe Francis Wolff, Plaidoyer pour l'universel, et puis d'autres encore. Donc l'universel est devenu une grande question. Et d'ailleurs, parlant de Francis Wolff, il est un peu responsable de ce livre, parce que Francis m'avait invité il y a quelques années à venir faire une conférence à l'École normale supérieure. Il avait organisé quelque chose qu'il appelait les lundis de la philosophie, où il demandait à des gens qui travaillent en philosophie, qui écrivent en philosophie, de venir présenter leur travail et se faire interroger par les étudiants. Et dans l'email qu'il m'avait envoyé, il m'a dit « c'est peut-être le moment pour toi de venir nous parler de l'universel et dans son rapport avec les particularismes religieux sur lesquels tu as écrit. » Ça ne s'est pas fait, et lorsque j'ai été invité à l'École normale supérieure, dont il a été question tout à l'heure, par son actuel directeur, mon ami Frédéric Worms, à donner un séminaire pendant 3 mois, j'ai décidé que c'était le moment de répondre à l'invitation de Francis Wolff et de faire un séminaire sur l'universel, justement, ce trouble dans l'universel, et d'affronter devant les étudiants mes propres vues sur l'universel, qui pouvaient avoir quelque chose qui pourrait les désarçonner ou les braquer même. Voilà. Alors c'est intéressant parce qu'avec le Covid et le réchauffement climatique, on pourrait se dire finalement qu'on n'a jamais été aussi conscient de ne former qu'une seule humanité. Et pourtant, c'est dans ce contexte que l'enjeu universel est particulièrement chahuté. On devrait en avoir conscience. C'est-à-dire que tout nous a montré, effectivement, à l'occasion de la crise sanitaire et à l'occasion de la crise environnementale, à quel point nous sommes une seule et même espèce. Comme je dis toujours, le virus du Covid avait fait le tour de la Terre en une nuit. Donc pour lui, nous sommes 3 fois rien. Nous sommes une espèce tout à fait vulnérable et une espèce une. Ça veut dire que, par exemple, on l'a dit à un moment donné, ça n'a pas empêché nos égoïsmes de rejaillir, mais on a dit à un moment donné que si on ne vaccinait pas tout le monde, c'est comme si on n'avait vacciné personne. De la même manière, pour la crise environnementale, on se rend bien compte que le mal que je peux faire à la forêt chez moi est un mal que je fais aux poumons de l'humanité en général. Et donc, nos réponses doivent être des réponses collectives, puisque ce qui nous agresse nous traite comme une seule et même espèce. C'est le moment de répondre comme une seule et même espèce. Malheureusement, nous n'en sommes pas là. Mais il faut. Mais dans ce « il faut », c'est là que je loge ce que j'essaie de faire dans mon travail et dans mes enseignements concernant l'universel. Ce trouble de l'universel commence à Bandung en 1955, une conférence qui a lieu sans l'Europe. J'ai presque envie de dire que c'est un premier décentrement. Cette question du décentrement, elle est fondamentale dans votre livre. Elle est fondamentale. La date de Bandung de 1955 est importante. C'est un événement dont on ne se souvient pas suffisamment, mais qui a eu une importance considérable. Parce qu'en effet, des pays fraîchement indépendants d'Asie et des pays qui allaient le devenir en Afrique se réunissent à Bandung à l'invitation du président Sukarno à l'époque. Et c'est une invitation, au fond, dont il ne sort pas grand-chose, pas autre chose que la condamnation du colonialisme. Mais l'important n'était pas dans les déclarations ou les résolutions finales. L'important était dans la configuration même de cette conférence. Voilà la première conférence internationale qui n'est pas convoquée par l'Europe. L'Europe était le centre du monde qui convoquait les autres et qui organisait des conférences internationales.
nations africaines, les nations asiatiques qui se réunissent à la conférence de Bandung, on parle de l'Europe, une Europe qui n'est pas présente et qui est présente dans le discours parce qu'en effet, il s'agit pour cette conférence de dire qu'aucune nation n'a le droit d'en coloniser une autre pour quelque raison que ce soit. Alors, voilà un premier moment de grand décentrement où on a affaire à un monde qui n'est pas centré sur l'Europe, un monde qui n'est centré sur rien d'ailleurs, qui n'a pas, à proprement parler, de centre. Un monde qui consacre et qui célèbre même l'irruption du pluriel du monde sur la scène de l'histoire. Il n'y a plus une seule histoire avec H majuscule dictée par le cours de l'Europe et histoire à laquelle se raccorderaient comme des ruisselets les autres histoires. Ce n'est pas non plus l'Europe qui décide que telle contrée du monde existe parce qu'un Européen l'a découverte. Phrase bien connue, Christophe Colomb découvrant l'Amérique. C'est un monde qui affirme son pluriel. Mais ce pluriel, on peut le penser de deux manières différentes. On va se dire, nous avons un monde maintenant totalement décentré, mais c'est une sarabande de cultures innombrables, chacune ne se justifie que dans son contexte propre. Nous avons affaire à du pluriel que l'on ne pourra jamais unifier ou harmoniser en quelque chose d'universel. Eh bien, mon propos consiste à dire Bandung, c'est important parce qu'il est important que le monde soit restitué à sa pluralité, mais Bandung, c'est le commencement de l'universel. Décoloniser, oui, mais pour universaliser. Et disant cela, c'est d'ailleurs ce qui explique le titre que j'ai choisi, le verbe universaliser, que j'ai choisi, j'espère qu'il va demeurer à la fin. Eh bien, c'était cette idée que la fin de ce monde centré sur l'Europe, de ce monde qui auquel l'Europe demandait de se rallier à sa propre conception de son universalisme, qui était également son exceptionnalisme. Alors, il ne faut pas confondre universalisme et universel. Voilà. C'est un des fondements de votre livre aussi. Exactement. Alors l'universalisme, ça consiste à dire l'universel, c'est moi. Comme on a dit, l'État, c'est moi. Eh bien, l'universel, c'est nous tous. C'est nous tous ensemble, forgeant cet universel, universalisant ensemble, et c'est la raison pour laquelle j'ai préféré mettre ce verbe en titre de l'ouvrage. Il ne faut pas que nous pensions que nous ne décolonisons qu'à la condition de nous passer de l'universel. Nous n'avons jamais eu autant besoin d'universel, et j'y tiens. Voilà, c'est un mot, c'est un verbe auquel je tiens, et je crois que la tâche de notre époque, c'est d'universaliser contre les ethnonationalismes et contre les tribalismes dont nous voyons bien le mal qu'ils nous font. Universaliser passe donc par une cosmopolitique, une politique de l'espèce humaine dans sa globalité. Il faut donc former la jeune génération à une philosophie du décentrement, on y revient. Est-ce que ça ne passe pas par un décentrement de la philosophie qui, même si elle est née en Grèce, existe dans bien d'autres lieux du monde ? Oui, et là, de ce point de vue-là, je continue la réflexion qui a été menée par un philosophe de mes amis, qui est publié chez Albin Michel, qui est Roger-Paul Droit. Eh bien, Roger-Paul Droit a cette expression magnifique, il parle de la philosophie rien que grecque, écrite avec des traits d'union. Et c'est vrai que nous avons vécu sur cette fabrication, qui est une fabrication récente, qui est une fabrication de la fin du XVIIIe siècle, du début du XIXe siècle, fabrication selon laquelle la philosophie serait née en Grèce, elle est née d'un miracle, alors un miracle évidemment, ça n'est précédé par rien, et puis elle se serait continuée tranquillement sur le continent européen, alors c'est le moment de célébrer l'Europe, cela vient d'être fait, mais enfin il faut bien se rendre compte que cet héritage grec, il n'a pas que circulé en Europe, c'est-à-dire même si on s'en tient à la philosophie grecque, eh bien, elle a voyagé par bien d'autres terres, elle a traversé d'autres géographies, elle a connu d'autres histoires et d'autres langues que les seules langues grecques puis latines. Elle a parlé arabe, elle a parlé haoussa, elle a parlé mandé, parce que cette philosophie-là a fait le voyage de Tombouctou également en plein cœur de l'Afrique, la capitale intellectuelle de l'Empire du Mali et de l'Empire Sonrai. Eh bien, il faut que cela se sache, il faut que cela s'enseigne.
le message à donner aux générations futures, parce qu'en effet, j'étais, comme nous tous, très ému de ce message de Madame Simone Veil aux générations futures. À ces générations futures, nous devons également aussi enseigner un monde décentré, un monde où l'humanité est une et où il n'y a aucune province exceptionnelle dans le monde. Ce n'est pas l'universalisme qui est la question, c'est l'exceptionnalisme. C'est un livre passionnant, hein. Je trouve qu'on a une pensée décentrée, on pense autrement en vous lisant, mais je ne veux pas être rabat-joie, il y a encore du boulot, hein, et ce sera ma dernière question. Il y a encore du boulot, parce qu'à écrire un livre comme celui-là, et à l'écrire moi, je m'expose à deux types de procès. Un procès en trahison de la cause qu'on voudrait être la cause post-coloniale, parce qu'effectivement, nous vivons une époque où on a l'impression que dès qu'on dit universel, il faut sortir son revolver, parce que l'impérialisme pointe, le colonialisme pointe, etc. Donc il faut décoloniser, en effet. L'autre procès, c'est un procès en naïveté. Il arrive que ceux qui connaissent mon travail ou ceux qui m'écoutent me donnent l'impression, en m'en parlant d'ailleurs, qu'ils sont en train de dire « Ah, si seulement les choses étaient comme vous dites ». Eh bien non, elles ne sont pas comme je dis. En effet, il suffit, si on veut énumérer toutes les raisons qui font que l'idée d'un humanisme universel que je défends là, selon ces termes-là, parce que selon les termes des que les penseurs dits décoloniaux sont nécessairement des penseurs de Césaire, Senghor. Fanon lui-même sont d'excellents contre-exemples. Mais il ne s'agit pas d'être naïf sur l'humain, d'avoir foi en l'humain, et c'est ce qui a été dit tout à l'heure au tout début à propos d'Edgar Morin. La foi en l'humain, ça n'est pas de la naïveté, c'est de dire qu'en effet, l'humanité, l'universel humain, ça doit être le principe régulateur qui nous dicte les actions à mener aujourd'hui. Universaliser, c'est le titre de votre formidable livre à paraître à la rentrée. Souleymane Bachir Diagne, merci infiniment d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci infiniment.